Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons parler maintenant un peu des gaz parfaits de boson. Alors, les développements sont extrêmement calculatoires, avec des calculs parfois assez lourds. Donc, je ne donnerai que des généralités, je présenterai les grandes lignes, les résultats, ce qui en fera une vidéo assez courte. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un gaz parfait? Un gaz parfait est un gaz composé de particules, molécules, atomes, etc., dont les interactions entre corpuscules, entre particules, sont très faibles ou inexistantes. À pression et température ambiante, c'est le cas de la majorité des gaz. L'air, par exemple, l'oxygène et l'azote sont de très très bons gaz parfaits. Les interactions entre molécules sont rares, suffisamment rares, que pour ne pas vraiment affecter leurs propriétés. Et de manière générale, les gaz, à part quelques gaz lourds composés de grosses molécules, la plupart des gaz sont des gaz parfaits jusqu'à des pressions assez élevées, où là, les molécules se rapprochent à cause de la pression, et donc il y a plus d'interactions. Ou alors à température très basse, où là aussi les molécules se condensent, et donc le caractère de gaz parfait disparaît. Cela se produit toutefois pas très souvent. Pourquoi? Parce que les gaz ont tendance à se liquéfier, tout simplement. Et donc à pression élevée, les gaz se liquéfient, à température très basse, les gaz se liquéfient. C'est par des processus de ce genre qu'on fabrique de l'air liquide. Il y a quand même deux exceptions. D'abord, à pression élevée, mais température élevée, le gaz reste un gaz, il entre même dans une phase dite phase critique, où il ne se comporte plus du tout comme un gaz parfait. Ou alors, pour certaines exceptions, comme l'hélium. Alors l'hélium a la particularité de rester gazeux jusqu'à des très 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 basses températures. Il ne se liquéfie à pression ambiante que vers 4 Kelvin. Plus étonnant encore, l'hélium à pression ambiante ne devient jamais solide. Un gaz qui est suffisamment refroidi et refroidi finit toujours par se solidifier. Un exemple connu, c'est la glace carbonique. La glace carbonique, c'est du gaz carbonique qui a été solidifié. Il se fait qu'à pression ambiante, il passe directement de l'état solide à l'état gazeux, sans même passer par l'état liquide. Mais l'hélium est une exception. Même à température au zéro absolu, il reste toujours liquide. On peut avoir de la glace d'hélium qui a des pressions très élevées et des températures très basses. On reparlera de l'hélium bientôt parce qu'il a des particularités, des propriétés vraiment étonnantes. Du fait de ce caractère presque universel des gaz parfaits, ils ont été analysés très tôt. Les physiciens, il y a plus de 2 siècles, avaient déjà commencé à étudier les propriétés des gaz, comment leur pression varie avec le volume, etc. Et ils ont très vite dégagé une loi pour les gaz parfaits, et PV égale nRT, c'est-à-dire pression du gaz fois le volume de gaz est égal à la quantité de gaz, c'est-à-dire le nombre de moles, une constante, la constante dite des gaz parfaits, et la température absolue. Cette loi, c'est une équation d'état. On avait déjà parlé de cette notion d'équation d'état. Et elle a été vérifiée pour à peu près avec très bonne précision, avec à peu près tous les gaz qu'ils pouvaient rencontrer. Par après, Maxwell et Boltzmann, par l'étude statistique, donc avec la statistique de Maxwell-Boltzmann, ont pu retrouver cette équation. On peut trouver l'équation d'état à partir de la statistique de Maxwell-Boltzmann. Ce fut un des grands succès de cette approche. Mais qu'en est-il si on ne peut pas appliquer Maxwell-Boltzmann, c'est-à-dire si on a affaire à des bosons? Si on a des bosons, on obtient une loi de répartition, Ni sur Gi, qui est égale à 1 sur E exposant bêta fois epsilon I moins mu, moins 1. Notons d'ailleurs
que ceci doit être positif, ce qui implique que le potentiel chimique doit être plus petit que les niveaux d'énergie. Comme on prend souvent comme échelle d'énergie 0 pour l'énergie la plus basse, ça veut dire que le potentiel chimique doit être négatif. Ce qui traduit le fait que pour extraire une particule du fluide, du gaz, il faut fournir de l'énergie pour l'arracher du gaz. Alors, le principe est alors de calculer la fonction grand potentiel, donc la formule, et on a besoin des niveaux d'énergie. Alors, puisque les particules sont sans interaction, la seule énergie que possèdent ces particules, c'est celle de leur mouvement, l'énergie cinétique. Celle-ci s'écrit simplement P carré, leur impulsion, divisé par 2m, m leur masse. C'est ce qu'on appelle l'énergie de translation. Et c'est la seule énergie qui intervient puisqu'il n'y a pas d'interaction entre particules. Ces variables sont continues. Bon, dans une grande boîte, en fait, même les mouvements de translation sont quantifiés, mais dans une grande boîte, disons quelques litres, la quantification est extrêmement fine. On peut considérer les variables comme continues. Donc on passe à des variables continues. Gi est égal à la dégénérescence, donc au nombre d'états de même énergie, c'est-à-dire 2J plus 1, c'est les états de spin de la particule. Et le reste, le reste c'est du calcul. Calcul assez compliqué. On effectue une tonne de calcul et on obtient une fonction oméga qui dépend d'une fonction appelée f de nu. Nu n'est pas la fréquence ici. Et c'est une équation définie par une intégrale. Alors, elle ne peut pas s'exprimer avec des fonctions analytiques classiques. Mais on peut en donner soit une interprétation graphique, donc tracer la fonction, soit développer la fonction en série, donc un certain nombre fois nu, plus un certain nombre fois nu, plus un certain nombre fois nu au carré, plus etc. etc. Et nu est en général assez petit, et donc on prend seulement une partie du développement, ce qui donne une bonne approximation. Et on obtient ainsi, à partir de oméga, on peut alors tirer les fonctions telles que l'entropie, la pression, le nombre n total de particules, et on trouve en particulier un résultat très simple, c'est-à-dire que P fois V est égal à 3,5 fois U. Ce résultat très simple est aussi très général. Il est vrai aussi en statistiques de Maxwell-Boltzmann. En fait, il est vrai pour tout gaz parfait, quelle que soit la statistique à laquelle obéissent les particules. C'est un résultat assez remarquable. Lui aussi a été connu très tôt, et il est confirmé ici. On peut également en tirer la chaleur spécifique, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'il faut fournir au gaz pour augmenter sa température de 1 degré. C'est ce qu'on appelle la chaleur spécifique qu'on exprime en énergie par kilo ou en énergie par mole. Et on parle de chaleur spécifique à volume constant, donc on regarde le volume constant, ou à pression constante, le volume pouvant légèrement varier évidemment. Quand on chauffe, il a tendance à se dilater. Ensuite, on voudrait obtenir les fonctions en fonction de la température, du volume et du nombre de particules. Mais pour ça, il faut supprimer le potentiel chimique. Alors, comme on l'a dit, en général, pour les statistiques de Bose-Einstein, de Fabry-Dirac, ce n'est pas possible. C'est également le cas ici. Cette fonction f de nu, bonjour pour l'inverser. Mais on peut soit utiliser l'approche graphique pour lire les valeurs dessus et obtenir les résultats,
soit utiliser les développements en série, tronqués, à une certaine distance, qui, eux, peuvent être inversés. Donc on peut obtenir une bonne approximation des fonctions en fonction de TV et M, après avoir supprimé le potentiel chimique. Mais c'est une approximation, bien sûr, mais une bonne approximation. On obtient ainsi la pression, l'entropie, le volume, l'énergie libre, la chaleur spécifique. Et on constate qu'on obtient des formules qui sont analogues aux formules classiques, celles issues de la statistique de Maxwell-Boltzmann, ou de l'étude des gaz parfaits qui avait été faite il y a des siècles. Et on obtient les mêmes résultats plus des corrections. Alors, quand est-ce qu'il faut apporter de telles corrections? Alors, on définit la longueur d'onde thermique. La longueur d'onde thermique, lambda T, est définie par H divisé par 2pi m kt exposant 3,5. Et ceci, c'est environ, à peu de choses près, c'est la longueur d'onde d'une particule d'énergie 3 kt demi. Et ça, c'est l'énergie cinétique, l'énergie du mouvement moyenne pour une particule dans un gaz, une particule sans spin dans un gaz. Donc, c'est la longueur d'onde des particules donne une bonne approximation de la longueur d'onde thermique. On définit aussi, bien sûr, la distance moyenne entre les particules. On dit, pour un gaz parfait, c'est un critère important. V, le volume divisé par le nombre de particules, exposant un tiers. Ça donne la distance moyenne entre les particules. Et cette correction aux lois classiques n'est vraie que si la distance moyenne est plus petite ou de l'ordre de la longueur d'onde thermique, ou de la longueur d'onde des particules. Et donc, si la distance moyenne entre les particules est grande par rapport à cette longueur d'onde, alors la statistique de Maxwell-Boltzmann convient très bien. Si on fait le calcul pour un gaz typique, on ne se préoccupe pas du fait qu'il puisse devenir liquide, on considère des masses typiques de petites molécules comme l'hélium, on considère la pression ambiante, un volume donné, et on prend une température très basse, de l'ordre de quelques Kelvin. À ce moment-là, ce qu'on trouve, en utilisant ces formules, c'est que la pression, en utilisant les corrections, est inférieure à la pression de Maxwell-Boltzmann, donc celle donnée par PV égale nRT, ou par la statistique de Maxwell-Boltzmann. Cela montre le caractère attractif des bosons. Alors, rappelons qu'il n'y a pas de force qui les attire, c'est un effet de comparaison par rapport à des particules qui n'obéissent pas à la statistique de Bose-Einstein, et c'est un effet dû aux interférences quantiques. Donc c'est un peu comme s'il y avait une attraction entre les particules qui tend à diminuer leur pression, qui tend donc à attirer les particules et à les empêcher de pousser sur les parois. Voilà, c'est tout pour le gaz parfait des bosons. Ceci va nous conduire, dans la prochaine vidéo, à une application intéressante qui sont les condensats de Bose-Einstein. Je vous remercie.